Oliver Twist. Oliver Twist naquit dans un hospice. Sa mère y avait été recueillie mourante. Elle avait dû marcher beaucoup car ses souliers étaient en pièces. Mais d'où elle venait, qui elle était, personne ne le savait. Elle n'avait eu que le temps de déposer un baiser passionné sur le front de son fils, et puis elle s'était éteinte. L'enfant fut doté d'un nom par le bedeau et confié par la paroisse à une vieille femme qui, en échange d'argent, gardait une trentaine d'orphelins comme lui. Elle se contentait de montrer les enfants nets et propres lors des visites régulières que lui faisait le bedeau. Pour le reste, elle les nourrissait à peine et les battait sans cesse, les enfermant dans la cave à charbon lorsqu'ils osaient se plaindre d'avoir faim. Le jour de ses 9 ans, Oliver Twist était donc un enfant pâle, maigre et de petite taille. Mais la nature ou l'hérédité avait développé en lui un esprit vif et droit. Il devenait trop âgé pour demeurer chez la vieille femme, et la paroisse n'avait pu découvrir qui était son père, ni même quel était le nom de sa mère. Le bedeau vint donc le reprendre, et Oliver ne se fit pas prier pour quitter cette horrible maison où jamais un mot, un regard de tendresse n'avait illuminé la tristesse noire de ses années d'enfance. Pourtant, tandis qu'il trottinait derrière le bedeau, une crise de sanglots le secoua. Si malheureux que fussent les petits compagnons de misère qu'il laissait là, c'étaient les seuls amis qu'il eût jamais connus, et le sentiment de sa solitude dans l'immense univers pénétra dans son cœur pour la première fois. Oliver Twist fut immédiatement présenté au conseil de la paroisse. 8 ou 10 gros messieurs siégeaient autour d'une table. Oliver essuya les larmes qui tremblaient au bord de ses cils. « Vous savez que vous n'avez ni père ni mère, et que vous avez été nourri par la paroisse, lui dit-on. Vous êtes ici pour être élevé et apprendre un métier utile. Aussi, vous commencerez à trier de l'étoupe dès demain matin, à 6 heures. » Puis, l'enfant fut conduit dans une vaste salle où, sur un lit très dur, il s'endormit en sanglotant. Les enfants n'étaient nourris que d'eau pure et de flocons d'avoine avec un oignon 2 fois par semaine et la moitié d'un petit pain chaque dimanche. La faim les rendait tellement enragés qu'un jour, un garçonnet menaça ses compagnons de dévorer l'un d'eux dans la nuit s'il ne recevait pas une autre portion. On tira donc au sort le nom de l'enfant qui, le soir même, devrait demander une autre portion au directeur. Le sort tomba sur Oliver Twist. Le soir vint. Le repas à peine servi fut englouti aussitôt. Les enfants chuchotaient entre eux et poussaient Oliver du coude. Insouciant à force de misère, il se leva de table, s'avança vers le directeur, son écuelle à la main, et dit quelque peu effrayé de sa témérité: « S'il vous plaît, monsieur, j'en voudrais encore. » Le directeur, stupéfait, devint tout pâle. Il donna un coup de sa louche sur la tête d'Oliver, le saisit par le bras et l'enferma au cachot. Le lendemain matin, un écriteau était placardé à la porte de l'hospice, offrant une récompense de 5 livres à quiconque aurait besoin d'un apprenti pour un commerce ou une besogne quelconque. Quelques jours plus tard, on informa Oliver Twist qu'il allait entrer comme apprenti chez un entrepreneur de pompes funèbres, M. Sowerberry. L'enfant fut donc conduit par le bedeau vers un nouveau lieu de souffrance. Il trottinait derrière l'homme qui ne lui accordait aucune attention. Mais au moment d'arriver à destination, le bedeau s'arrêta et le toisa pour s'assurer qu'il était en état d'être présenté à son nouveau maître. Sous son regard sévère, Oliver, qui essayait pourtant de se contenir, fondit en larmes, ce qui exaspéra le bedeau. « Oliver, vous êtes le plus ingrat de tous les enfants que j'ai jamais vus !» s'écria-t-il, le menaçant de sa canne. « Je serai bien sage, monsieur, » sanglota Oliver. « Je suis un si petit garçon, monsieur, et je suis si abandonné, monsieur, si absolument abandonné. Chacun me hait. Oh, monsieur, je vous en prie, ne soyez plus fâché contre moi. » Après quelques secondes d'étonnement, le bedeau dit à Oliver d'essuyer ses larmes et reprit sa marche en silence. Ils arrivèrent ainsi chez l'entrepreneur et Oliver fut présenté à Madame Sowerberry. « Pauvre de moi, dit-elle, qu'il est fluet.
Oui, répondit le bedeau en regardant Oliver comme pour lui reprocher de n'être pas plus gros. C'est indéniable. Mais il se développera, madame, il se développera. Avec notre manger et notre boire, grommela la femme. Les enfants de la paroisse coûtent toujours plus qu'ils ne rapportent. Allez, venez, petit squelette. On donna à Oliver les restes laissés pour le chien, et on lui désigna son lit dans la boutique, sous le comptoir. Dès le lendemain, Oliver Twist devint le souffre-douleur de Noé, un garçon plus grand que lui, et sous les ordres duquel il se trouva. Noé avait toujours ses parents, ce qui lui donnait, à ses yeux, une supériorité certaine sur Oliver. Pendant plusieurs mois, Oliver subit avec patience la domination et les mauvais traitements du garnement, sous l'œil méchant et consentant de Madame Sowerberry. Un jour, un événement qui semblait anodin vint indirectement modifier du tout au tout l'avenir d'Oliver Twist. Noé, comme à son habitude, s'amusait à persécuter Oliver. Il lui tirait les cheveux, lui pinçait les oreilles, le traitait de poltron. Mais comme aucune de ses méchancetés n'obtenait l'effet recherché, qui était de faire pleurer Oliver, Noé voulut être plus cruel. « Enfant trouvé, dit-il, comment va ta mère ?»« Elle est morte, répondit Oliver dont les lèvres et les narines se mirent à trembler. « De quoi elle est morte ?» insista Noé. « D'un déchirement au cœur, m'a-t-on dit, murmura Oliver comme pour lui-même. Je crois comprendre ce que c'est de mourir ainsi. Et une larme roula dans ses yeux. Tralala, il vaut mieux qu'elle soit morte, ta mère était une misérable qui aurait été en prison, ou déportée, ou pendue. Rouge de fureur, Oliver se jeta sur Noé et le frappa de toutes ses forces. Cet enfant, abattu par les mauvais traitements et qui avait l'air le plus doux du monde une minute auparavant, semblait devenu une bête féroce. La cruelle insulte à sa mère avait mis son sang en feu. Son cœur battait avec force, son attitude était fière, ses yeux brillaient, tout son être était changé, et le lâche tourmenteur gisait maintenant à ses pieds, terrorisé et hurlant à l'aide. On vint à sa rescousse, et Oliver fut roué de coups et enfermé au cellier. L'affaire fit grand bruit. Le bedeau fut averti, et il vint corriger l'enfant qui continuait de tenir tête et de défendre sa mère. Le soir, on le libéra sous les railleries de Noé, et on l'envoya se coucher. Lorsqu'il se trouva seul dans la silencieuse et sombre boutique, Oliver donna libre cours aux réflexions que le traitement qu'on venait de lui infliger avait éveillées dans son cœur d'enfant. Il avait écouté les moqueries avec dédain. Il avait subi les coups sans un cri. Il sentait naître dans son cœur un orgueil qui l'eût empêché d'exhaler une plainte, même si on l'eût brûlé vif. Mais maintenant que personne ne pouvait le voir, il cacha sa tête dans ses mains et pleura à fendre l'âme. Il resta longtemps dans cette position, puis il se mit sur ses pieds, ôta sans bruit les verrous de la porte et sortit. C'était une froide et sombre nuit. Il regarda à droite et à gauche, ne sachant trop de quel côté fuir. Il se souvint d'avoir vu, au sortir de la ville, des charrettes gravir la colline. Il prit la même direction et rejoignit bientôt la grande route. Il s'y engagea et marcha d'un pas rapide. Il marcha ainsi jusqu'à midi, dans la peur d'être poursuivi et rejoint, puis il s'assit au pied d'une borne pour se reposer et songer pour la première fois au meilleur endroit où aller pour essayer de vivre. La borne près de laquelle il était assis indiquait en gros caractères que Londres se trouvait à 100 km de distance. Ce nom éveilla une foule d'idées dans son esprit. Londres, la grande ville. Personne, pas même le bedeau, ne pourrait l'y découvrir. Il avait entendu souvent les vieux de l'hospice dire qu'un garçon d'esprit trouverait toujours à gagner son pain dans cette vaste cité. C'était là le meilleur asile pour lui. Il se leva et reprit sa marche. Il marcha ainsi durant plusieurs jours dans le froid, la faim et la solitude, mendiant dans les fermes et dormant dans le foin. Le 7e jour, il fit la connaissance du Finot. Le Finot était un garçon de son âge, aux yeux petits et vilains, qui affectait les manières d'un homme. Oliver était affamé. Finot l'invita donc tout d'abord à manger, puis lui proposa de faire route ensemble vers Londres. Il connaissait, disait-il, un respectable vieillard qui l'hébergerait avec plaisir et il lui trouverait vite un emploi. Oliver le suivit. À Londres, il traversa des quartiers sales et misérables et arrivèrent dans une rue infecte et humide où erraient des individus de mauvaise mine. Oliver se demanda s'il ne ferait pas mieux de se sauver, mais le Finot lui saisit le bras, poussa la porte d'une maison et le fit entrer. La porte se referma derrière eux.
C'est ainsi qu'Oliver Twist fit la connaissance de Fagin. Son visage ridé et repoussant était assombri par d'épais cheveux roux. Il vivait dans un taudis noir de crasse et semblait régner sur 4 ou 5 garçons qui étaient étrangement occupés à ôter des marques sur des mouchoirs. Oliver se demanda à quoi cela pouvait bien servir, mais lorsque Fagin lui proposa de participer à la tâche, il s'y plia avec une grâce naïve qui fit rire le vieil homme. Un jeu étrange et quotidien intriguait aussi le garçon. Fagin plaçait une tabatière dans une poche de son pantalon, un carnet dans l'autre, dans son gousset une montre avec une chaîne qu'il se passait au cou, piquait dans sa chemise une épingle de faux diamants, boutonnait son habit hermétiquement, mettait dans ses poches son étui à lunettes et son mouchoir, et se promenait dans la chambre comme font les vieux messieurs dans la rue. Tantôt, il s'arrêtait devant le feu, tantôt devant la porte, en faisant celui qui examine attentivement l'étalage des boutiques. De temps à autre, il regardait autour de lui comme par crainte des voleurs et portait la main à ses poches pour voir s'il n'avait rien perdu, d'un air si naturel et si drôle qu'Oliver en riait aux larmes. Pendant ce temps, les jeunes gens le suivaient de près, si lestes à se jeter hors de sa vue lorsqu'il se retournait qu'il était impossible de suivre leurs mouvements. À la fin, le finaud lui marchait sur le pied comme sans le faire exprès, tandis qu'un autre le heurtait par derrière, et en un éclair, il lui subtilisait avec une rapidité extraordinaire tabatière, carnet, montre, chaîne, épingle de chemise, mouchoir et jusqu'à l'étui. Si le vieux monsieur sentait une main dans une de ses poches, il disait dans laquelle, et alors le jeu recommençait. « Prends-les pour modèle, mon ami !» dit Fagin à Oliver. « Obéis-leur en tout !»« Mon mouchoir ne sort-il pas de ma poche ?»« Si, monsieur, dit Oliver. »« Essaie de le prendre sans que je m'en aperçoive !» demanda Fagin. Oliver tira légèrement le mouchoir, comme il l'avait vu faire. « Le voici, monsieur, dit Oliver. »« Je n'ai jamais vu plus habile garçon, le félicita Fagin. Si tu marches de ce pas, tu seras le plus grand homme de l'époque. » Oliver se demanda ce que l'escamotage pour rire d'un mouchoir de poche avait à faire avec la chance de devenir un grand homme. Un matin, il obtint la permission de sortir avec le finaud et son compère. Tout en marchant à leur côté, Oliver se demandait dans quelle branche d'industrie il allait d'abord être instruit. Il flânait d'un air si nonchalant qu'Oliver commençait à penser qu'il n'était pas du tout sorti pour travailler, lorsque soudain, le finaud s'arrêta. « Vois-tu ce monsieur, devant l'étalage du libraire ?»« Oui, je le vois, répondit Oliver. »« On va s'occuper de lui, dit le finaud. » Avant qu'Oliver eût pu les questionner, les deux compères s'étaient plantés derrière le vieux monsieur. Oliver, ne sachant que faire, regarda dans un silence étonné. Le vieux monsieur avait tous les dehors d'un respectable personnage, avec sa tête poudrée, ses lunettes d'or, son costume chic. Il était tellement absorbé par la lecture de son livre qu'il ne vit pas les garçons. Oliver, lui, vit avec horreur le finaud plonger sa main dans la poche du vieux monsieur, en tirer un mouchoir et se sauver avec son complice à toute vitesse. En un instant, tout le mystère des mouchoirs, des montres et des portefeuilles s'éclaircit dans l'esprit de l'enfant. Il resta un moment pétrifié par la terreur, puis il se mit à courir de toutes ses forces. Mais le vieux monsieur venait de porter la main à sa poche, et n'y trouvant pas son mouchoir, se retourna brusquement et vit l'enfant s'enfuir. Il cria « Au voleur !» et poursuivit Oliver, bientôt rejoint par de nombreux passants qui n'eurent pas grande difficulté à arrêter l'enfant et à le harceler de coups et d'injures avant que le vieux monsieur ne fût parvenu jusqu'à lui. « Ce n'était pas moi, monsieur, je vous assure !» suppliait Oliver en se tordant les mains. Mais la foule le pressait, on le menaçait de prison. Par chance, le libraire qui les avait rejoints avait vu toute la scène, et il attesta de l'innocence d'Oliver. Le vieux monsieur, déjà plein de compassion pour l'enfant, se pencha sur lui, l'examina et le porta jusqu'à une voiture qui démarra aussitôt. Ce fut devant une jolie maison dans une rue tranquille que la voiture s'arrêta. Monsieur Brownlow, c'était le nom du vieux monsieur, fit préparer un lit où Oliver fut couché avec des précautions et une sollicitude admirable. Mais pendant plusieurs jours, il demeura entre la vie et la mort. Une fièvre dévorante le minait. Faible, maigre, pâle, il s'éveilla enfin de ce qui lui semblait un rêve long et confus. Tout doucement, il reprit contact avec le monde des vivants. Il était encore trop faible pour marcher, mais Madame Bedwin, la gouvernante de M. Brownlow, qui l'avait veillé tous ses jours, l'installa sur une chaise longue dans un salon auprès d'un feu de cheminée et lui prépara un bol de bouillon. « Êtes-vous amateur de tableaux ?» demanda-t-elle en voyant Oliver attacher un regard attentif sur un portrait accroché au mur. « Je ne sais pas, madame, » dit Oliver sans quitter la toile des yeux. « J'en ai trop peu vu pour le savoir. »
Quelle belle et douce figure que celle de cette dame. Qui est-ce ? Je ne sais pas, mon enfant, répondit la gouvernante. Ses yeux sont si tristes, et il semble fixé sur moi. Ce portrait fait battre mon cœur comme s'il était vivant, comme s'il voulait me parler, mais ne le pouvait pas. Ne parlez pas ainsi, fit la gouvernante. Vous êtes encore trop faible et trop nerveux. Laissez-moi tourner votre fauteuil de l'autre côté, ainsi vous ne pourrez plus le voir. M. Brownlow entra tandis qu'elle bougeait le fauteuil. Le visage pâle et amaigri de l'enfant lui fit venir les larmes. « Comment vous sentez-vous, mon cher enfant ?» lui dit-il lorsque son émotion se fut un peu calmée. « Très heureux, monsieur, » répondit Oliver, « et très reconnaissant de votre bonté pour moi. » Soudain, le regard de M. Brownlow passa du portrait accroché au-dessus de la tête d'Oliver au visage de l'enfant. C'en était la copie vivante. Le front, les yeux, la bouche, c'était la même physionomie. L'expression était en ce moment si absolument pareille que les moindres lignes du visage semblaient copiées avec une exactitude frappante. Il en poussa un tel cri qu'Oliver, trop faible encore et ignorant la cause d'un tel émoi, perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses sens, ni M. Brownlow ni la gouvernante ne reparlèrent du tableau, et le lendemain, il ne trouva plus le portrait qu'il était si impatient de revoir. À ces questions, la gouvernante lui répondit que la vue du tableau le troublait trop et risquait de retarder sa guérison. « Oh, je l'aimais tellement, dit Oliver. » Mais il s'efforça de ne plus y penser pour contenter M. Brownlow et la gouvernante, qui étaient si bons pour lui. Les jours de sa convalescence furent très heureux. Il avait l'impression d'être au paradis. Lorsqu'Oliver fut assez fort pour se lever et s'habiller, M. Brownlow lui fit faire un complet neuf, avec une casquette et des souliers neufs, ce qui emplit l'enfant de joie. Il avait de longues conversations avec M. Brownlow, qui s'intéressait vivement à lui et au mystère de sa naissance. Il fit également la connaissance de M. Grimwig, un vieux monsieur robuste et grincheux, qui confirmait chacun de ses propos par sa phrase favorite « Je veux manger mon chapeau !» M. Grimwig, suspicieux par nature, n'accordait aucune confiance à ce jeune garçon qui venait d'on ne sait où et auquel son ami vouait une affection subite. « Je veux manger mon chapeau s'il ne vous trompe pas. Il partira un jour en vous volant. » Bientôt, l'occasion vint de mettre Oliver à l'épreuve. Il fallait aller chez le libraire pour lui rapporter quelques livres, et le garçon insista pour rendre ce service à ses bienfaiteurs. Lorsqu'il fut sorti, M. Grimwig ricana. « L'enfant a un complet neuf sur le dos, des livres de valeur sous les bras, et un billet de 5 livres dans sa poche. Il va rejoindre ses vieux amis les voleurs. S'il revient dans cette maison, je veux manger mon chapeau. » Les deux amis restèrent dans une silencieuse attente, avec la montre au milieu d'eux. La nuit tomba. Elle était si sombre qu'on pouvait à peine distinguer les aiguilles sur le cadran, mais les vieux amis demeuraient immobiles. Dans une taverne louche, Fagin parlait affaire avec un grand gaillard à mauvaise mine et sa compagne, Nancy. Il se nommait Guillaume Sykes et exhalait l'alcool. Il était à la recherche d'Oliver et semblait furieux. Un instant plus tard, non loin de là et ne se doutant de rien, Oliver cherchait la boutique du libraire lorsqu'une jeune femme, s'approchant vivement de lui, s'écria très haut. « Oh, mon cher frère !» À peine avait-il levé les yeux pour voir ce que cela voulait dire, qu'il fut arrêté par l'étreinte de 2 bras qu'on lui jetait autour du cou. « Laissez-moi donc, fit Oliver en se débattant. Qui êtes-vous ? » « Oh, le méchant enfant qui m'a donné tant de soucis. Allons, rentrons à la maison. » Mais Oliver ne se laissait pas faire. Au passant qui se demandait pourquoi le garçon hurlait et se débattait, la jeune femme, qui n'était autre que Nancy, raconta qu'Oliver était son frère et qu'il avait disparu de la maison familiale depuis 1 mois. Sykes apparut bientôt pour lui prêter main forte, et tous deux enlevèrent sans plus de difficulté le garçon qui criait « Je ne leur appartiens pas! Je ne les connais pas! Au secours! Au secours !» C'est ainsi qu'Oliver retrouva Fagin, le finaud et ses compères. Malgré ses tentatives et sa colère, il dut rester leur prisonnier durant plusieurs jours, puis eut le droit de rôder dans la maison et d'assister à leur jeu habituel. Seule Nancy faisait de son mieux pour adoucir sa peine et lui éviter de mauvais traitements. Le vieux coquin tenait l'enfant dans ses filets. Il distillait goutte à goutte le poison qui devait, espérait-il, le corrompre à tout jamais. Un soir, Nancy vint le chercher pour l'emmener dans la maison de Sykes. Elle le supplia de ne pas tenter de s'enfuir ni de crier.
Je t'ai déjà épargné des mauvais traitements, et je t'en épargnerai encore. J'ai promis, tu serais tranquille. Si tu ne l'es pas, tu ne feras que te nuire, et à moi aussi. Et peut-être même causeras-tu ma mort. Ne l'oublie pas. Donne-moi ta main, vite. La jeune fille avait l'air tellement angoissée qu'Oliver la suivit docilement. Ils furent accueillis par Sikes, plus cynique que jamais, et qui semblait préparer un mauvais coup. Il braqua le canon d'un pistolet sur la tombe de l'enfant et dit « Si tu prononces un seul mot sans ma permission quand tu seras dehors avec moi, je décharge ce pistolet dans ta tête. Tu as compris ?» Et ils sortirent d'un pas rapide, accompagnés d'un nouveau compère qu'Oliver ne connaissait pas. Ils marchèrent des heures en silence dans la nuit et se retrouvèrent bientôt dans la campagne. Oliver pensa brusquement qu'on l'avait entraîné là pour le tuer. Il s'apprêtait à défendre sa vie lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une maison isolée qu'un mur environnait. Le compère en escalada la crête en un clin d'œil. « Les garçons, vite! Passe-le-moi » Avant qu'Oliver eût le temps de réagir, Sikes l'avait saisi sous les bras. Bientôt, ils marchaient tous les trois sans bruit dans l'enceinte du jardin. Pour la première fois, Oliver, terrorisé, comprenait que l'effraction, le vol, sinon le meurtre, était le but de l'expédition. Un nuage lui passa devant les yeux, une sueur froide mouilla son pâle visage, les jambes lui manquèrent, et il tomba sur les genoux. « Debout !» lui dit Sikes, tremblant de rage. « Debout ou je répands ta cervelle sur le gazon !»« Oh, par pitié, laissez-moi m'en aller !» s'écria Oliver. « Laissez-moi me sauver et mourir dans les champs. Je n'approcherai jamais de Londres, jamais, jamais. Oh, je vous en supplie, ne faites pas de moi un voleur, par pitié !» Sikes mit la main sur la bouche de l'enfant et l'entraîna vers la maison. Il y avait une petite fenêtre sans barreaux et en hauteur. Elle était assez large pour laisser passer un garçon de la taille d'Oliver. Sikes dirigea une lanterne sur le visage du garçon. « Maintenant, écoute-moi bien, petit vaurien, » murmura-t-il. « Je vais te faire passer par là. Tu prendras cette lanterne et tu iras nous ouvrir la porte. » Oliver fut aussitôt soulevé de terre et passé par la fenêtre. Il avait pris la ferme résolution, dût-il trouver la mort dans sa tentative, de donner l'alarme à la famille. Plein de cette idée, il s'apprêtait à avancer sans bruit dès que Sikes l'aurait lâché. Mais soudain, un cri déchira le silence. Il ne savait plus s'il devait avancer ou reculer. Une lumière apparut, la vision de deux hommes à moitié vêtus et terrifiés en haut de l'escalier flotta devant ses yeux. Une lueur, un grand bruit, de la fumée, un craquement quelque part, il ne savait tout, et il s'abattit en arrière. Sikes le récupéra par le collet et le fit repasser par la fenêtre. « Ils l'ont touché, damnation, il saigne !» La sonnerie d'une cloche violemment agitée vint se mêler aux détonations des armes à feu et aux cris des hommes. Oliver se sentit emporter rapidement. Puis le bruit alla en diminuant dans le lointain. Un froid mortel s'insinua dans son cœur, et il ne vit ni n'entendit plus rien. Dans leur fuite, les deux hommes abandonnèrent l'enfant sans connaissance. L'air devint plus froid à mesure que le jour s'avançait. Un brouillard couvrit la terre, et la pluie tomba, fine et drue. Oliver gisait toujours, immobile et sans connaissance, à l'endroit où Sikes l'avait laissé. À la fin, un léger cri de douleur rompit le silence, et en l'exhalant, le garçonnet s'éveilla. Son bras gauche pendait, inerte, à son côté, et un grossier bandage était saturé de sang. Il fit un effort pour se mettre debout, mais frissonnant de la tête aux pieds, il retomba sur le sol. Sentant que s'il demeurait là, il allait mourir sûrement, il se remit sur pied et essaya de marcher. Il aperçut non loin de là une maison et réunit ses dernières forces pour se diriger vers elle. Lorsqu'il en fut plus près, il la reconnut. C'était bien la maison qu'ils avaient essayé de dévaliser. Il voulut fuir, mais il était bien trop faible. Et où serait-il allé? Il se traîna donc jusqu'à la porte, frappa doucement et s'affaissa épuisé sur le seuil. Deux femmes charmantes habitaient cette maison, Madame Melly et sa nièce Rose. À n'en point douter, le garçon évanoui et blessé qui gisait là était bien le voleur qui avait été blessé cette nuit par leurs gens. « Mais quand même il serait coupable, dit Rose. Voyez comme il est jeune. Songez qu'il n'a sans doute jamais connu l'amour d'une mère ou le confort du foyer familial. Que les mauvais traitements, les coups ou le besoin de manger l'ont peut-être poussé à s'associer avec des hommes qui l'ont forcé au crime. »
plutôt que de livrer Oliver à la police. Elles le recueillirent donc avec toute la bonté de leur âme et le soignèrent avec l'aide de leur ami, le docteur Losberne. Peu à peu, Oliver se rétablit, et bientôt il put dire, avec des larmes dans la voix, à quel point il était touché par la bonté des deux aimables dames, et combien il espérait ardemment, aussitôt guéri, pouvoir faire quelque chose pour montrer sa reconnaissance. Il leur raconta toute sa pitoyable histoire et ajouta « Il y a également un bon monsieur et une vieille dame qui ont pris grand soin de moi naguère. S'ils savaient combien je suis heureux, ils en seraient ravis, j'en suis sûr. Lorsque vous serez assez bien pour supporter le voyage, lui assura sa bienfaitrice, le docteur Losberne vous emmènera les voir. »« Quel bonheur de les revoir !» s'écria Oliver. Oliver ne tarda pas à se sentir assez vaillant pour supporter la fatigue de cette expédition. Il partit donc un matin avec M. Losberne. Hélas, la maison blanche de M. Brownlow était vide. Ils apprirent qu'il avait vendu ses biens et qu'il était parti pour les Indes orientales avec sa gouvernante et un ami. Cette amère déception causa à Oliver un grand chagrin. L'espoir de les retrouver un jour, de s'expliquer avec eux, de leur raconter comment il avait été enlevé, l'avait soutenu dans ses récentes épreuves. Et maintenant, l'idée qu'ils s'en étaient allés si loin, qu'ils avaient emporté avec eux à tout jamais l'opinion qu'il était un imposteur et un voleur, cette idée lui pesait plus que tout. Cependant, aux côtés de Madame Melly et de Rose, Oliver connut des jours doux et paisibles. 3 mois passèrent de la sorte. 3 mois d'extase pour Oliver, qu'une affection véritable liait aux deux femmes. Un soir, à 11 heures, Nancy, la compagne de Guillaume Sykes, obtint non sans peine d'être introduite auprès de Rose. « Je vais mettre ma vie entre vos mains, mademoiselle, dit Nancy en éclatant en larmes. Je suis la femme qui a enlevé le petit Oliver le soir où il quitta la maison de M. Brownlow. Je suis une infâme créature. J'ai toujours vécu dans la compagnie des voleurs. Je vais vous rapporter des propos qui peuvent me coûter la vie, et je vous en demande le secret absolu. Connaissez-vous un homme appelé Monks ?»« Non, dit Rose. »« Il vous connaît, lui, ajouta Nancy. C'est lui qui a commandé l'enlèvement d'Oliver, et il a promis à Fagin une forte somme s'il faisait de lui un voleur. Je ne sais pas pourquoi. Mais la nuit dernière, je l'ai entendu discuter avec Fagin, et voici ce qu'il disait. Les seules preuves qui établissent l'identité de l'enfant sont au fond de la rivière, et la vieille sorcière qui jadis les reçut de la mer pourrit dans son cercueil. Ils ont ri, et il a ajouté « Quelle bonne plaisanterie de jeter bas l'orgueilleux testament du père en promenant l'enfant à travers toutes les prisons de Londres, et même en l'envoyant au gibet pour quelque crime capital, ce que Fagin pourrait aisément combiner en retirant un bon profit pour lui. » « Qu'est-ce que cela peut-il bien signifier » demanda Rose. Nancy jeta autour d'elle des regards inquiets. « Et puis il a dit « Vous n'avez jamais tendu un piège comme celui que je prépare à mon jeune frère Oliver. »« Son frère » s'écria Rose. « Je crois qu'il prépare un mauvais coup, dit Nancy. Mais je dois retourner à la maison avant qu'on ait soupçonné ma démarche. » Rose tenta de retenir Nancy. Comment profiter de cet avertissement sans son aide et sans la trahir? Et puis, elle était trop reconnaissante pour la laisser repartir et risquer sa vie. Elles pleurèrent dans les bras l'une de l'autre, et Nancy s'enfuit en courant après lui avoir fixé un rendez-vous. Chaque dimanche soir, de 11 heures au coup de minuit, je me promènerai sur le pont de Londres, si je suis encore en vie. Restée seule, Rose ne savait que faire. Elle n'osait se confier ni à sa tante, ni au docteur Losberne, qui aurait immédiatement prévenu la police, ce qui aurait eu pour effet de mettre Nancy en danger. Elle passa une nuit inquiète et sans sommeil. Le lendemain, elle se demandait encore quel parti prendre, lorsqu'Oliver fit irruption dans sa chambre, dans un état de surexcitation intense. Il avait retrouvé la trace de M. Brownlow, qui était rentré des Indes, et lui avait demandé la permission de lui rendre visite. Rose proposa aussitôt de l'y accompagner. Elle se dit que là était peut-être le secours dont elle avait besoin. 1 heure plus tard, ils arrivaient devant la maison de M. Brownlow. Rose laissa Oliver dans la voiture, sous prétexte de préparer le vieux monsieur à le recevoir. M. Brownlow l'a reçu en présence de son ami M. Grimwig. Mais, d'après les informations données par Oliver, Rose savait qu'elle pouvait parler en toute confiance. Elle retraça donc en quelques mots tout ce qui était arrivé à Oliver depuis qu'il avait quitté la maison de M. Brownlow, mais sans parler de l'avertissement donné par Nancy et qu'elle se réservait de lui raconter en particulier. Elle conclut en l'assurant que le seul chagrin d'Oliver depuis plusieurs mois
avait été de ne pouvoir rencontrer son ancien bienfaiteur et ami. C'est un très grand bonheur pour moi. Mais où est-il maintenant? Il attend dans une voiture à la porte, répliqua Rose. À la porte, s'écria le vieux monsieur en s'élançant hors de la pièce. Les retrouvailles furent mêlées de rires et de pleurs. Il n'y avait pas plus heureux et ému qu'Oliver en cet instant. Le laissant parler à loisir avec M. Grimwig et la gouvernante, M. Brownlow s'enfuit dans une autre pièce. Et là, il reçut de Rose le récit détaillé de son entrevue avec Nancy, récit qui le plongea dans l'étonnement et la perplexité. Rose expliqua aussi pour quelle raison elle n'avait pas pris pour confident son ami M. Losberne. Le vieux monsieur estima qu'elle avait agi prudemment et résolut de se rendre dans la matinée à l'hôtel pour s'entretenir sérieusement à ce sujet avec Mme Melly et le digne docteur. Ce qui fut dit fut fait. Après avoir informé M. Grimwig, M. Losberne et Mme Melly de la situation, M. Brownlow prit les choses en main. « Nous devons procéder avec douceur et précaution, dit-il. Nous devons découvrir les parents d'Oliver et reprendre cet héritage s'il est vrai qu'il en a été frauduleusement frustré. Nous devons démasquer ce Monks et le faire parler. Pour cela, attendons le rendez-vous de dimanche avec cette jeune personne, Nancy. Elle nous dira peut-être comment mettre la main sur lui. Et en ce qui me concerne, je vous dirai le moment venu pourquoi j'ai subitement quitté le pays. Mais soyez assurés que je n'agis ainsi qu'à bon escient et pour ne pas éveiller des espérances irréalisables. » On était dimanche soir, et la cloche de l'église voisine sonnait 11 heures. Sykes et Fagin étaient occupés à discuter. Nancy avait mis son chapeau et était sur le point de quitter la pièce lorsque Sykes l'arrêta. « Oh, dit-il, où vas-tu à cette heure de la nuit ?»« Pas loin, j'ai besoin de respirer l'air. »« Tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre !» lui ordonna Sykes. Et il ferma la porte à clé en lui arrachant son chapeau. Nancy eut beau supplier, menacer, elle n'obtint que violence et rebuffade. Les horloges sonnaient minuit moins le quart lorsque deux personnes apparurent sur le pont de Londres. L'une, qui s'avançait d'une allure rapide, était une femme qui promenait son regard autour d'elle comme en quête de quelqu'un. L'autre était un homme qui se faufilait dans les ténèbres et à quelque distance de la femme, réglant son pas sur le sien. Arrivé au milieu du pont, la femme fit halte. L'homme l'imita. La nuit était noire. Un épais brouillard voilait la Tamise. Comme le dernier coup de minuit venait de sonner, une jeune demoiselle, accompagnée par un monsieur à cheveux gris, descendit d'un fiacre et marcha droit au pont. Ils retrouvèrent Nancy qui paraissait terrorisée. Elle avait administré une potion à Sykes pour le faire dormir, mais des idées de mort l'avaient poursuivi toute la journée. Après avoir reçu l'assurance que seul Monks serait inquiété et qu'il ne serait jamais question de Sykes ou de ses complices, elle décrivit le cabaret que fréquentait Monks. Elle indiqua le lieu, l'endroit d'où on pouvait le mieux surveiller sans être remarqué, le jour et l'heure où il avait l'habitude de s'y rendre, puis elle donna son signalement. « Il est grand et robuste. Il a les yeux enfoncés dans la tête plus profondément qu'aucun autre, et vous pourriez le reconnaître à cette seule particularité. Il a à peine 26 ans, mais il paraît vieux. Ses lèvres sont souvent pâles et marquées de coups de dents, car il a des rages subites et il se mord parfois les lèvres jusqu'au sang. Et sur le cou, il a... » M. Brownlow l'interrompit. « Il a une large marque rouge comme une brûlure, s'écria-t-il. »« Comment, fit Nancy, vous le connaissez ?»« Je crois que oui. Mais je me trompe peut-être, répondit M. Brownlow. Nancy devait repartir. Rose et M. Brownlow tentèrent de la retenir. Ils voulaient la garder auprès d'eux pour la remercier et lui procurer un asile, l'aider de leur mieux. Mais Nancy était enchaînée à sa vie passée et à Sykes. Elle se sentait indigne de vivre une autre vie, et elle s'enfuit en disant « Regardez, c'est au noir. Combien de fois avez-vous lu que des malheureuses comme moi se sont précipitées là-dedans sans laisser un être vivant qui s'en inquiète ou les regrette? Ce sera peut-être dans des années, dans des mois, mais c'est là que je finirai. Adieu !» Dans l'ombre, l'espion qui avait tout entendu sortit de sa cachette et regagna en courant la maison de Fagin. Les tristes pressentiments de la pauvre Nancy ne l'avaient pas trompée. Dénoncée par l'espion, elle devait, avant la fin de cette même nuit, mourir sous les coups de Sykes, dont la rage avait été savamment exaspérée par le diabolique Fagin. 2 jours plus tard, à la nuit tombante, M. Brownlow descendit d'un fiacre devant chez lui. 2 hommes mirent pied à terre et, sur un signe de M. Brownlow, tirèrent de la voiture un 3e individu dans la maison.
Cet individu était Monks. Ils montèrent ainsi l'escalier sans prononcer une parole et traînèrent Monks jusqu'à une chambre. Là, M. Brownlow le menaça de le livrer à la police. Il en savait assez sur lui pour le faire emprisonner jusqu'à la fin de ses jours s'il ne se tenait pas tranquille. C'est parce que je suis un vieil ami de votre père et que tant de vieux souvenirs remplissent mon cœur que je me sens porté à vous traiter avec douceur, vous qui déshonorez son nom. Je suis d'ailleurs heureux que vous l'ayez changé, ce nom. Très heureux. Que voulez-vous de moi? Grogna Monks. Vous avez un frère, dit M. Brownlow. Monks l'interrompit. Vous savez très bien que je suis fils unique. Je sais que d'une union funeste, que par orgueil de famille et par calcul on imposa à votre père tout jeune encore, vous êtes le seul et misérable fruit. Mais je sais aussi que ce mariage se termina par une séparation. Votre mère partit sur le continent à la recherche de plaisirs frivoles, et votre père, flétri et désespéré, demeura en Angleterre et se fit de nouveaux amis. Ces nouveaux amis étaient un officier de marine en retraite, dont la femme était morte depuis 6 mois, et ses 2 filles, l'une très belle de 19 ans, l'autre âgée seulement de 2 ou 3 ans. « Que m'importe tout cela ?» dit Monks. M. Brownlow poursuivit. Le vieil officier se prit d'amitié pour votre père. Par malheur, sa fille l'aima. À la fin de l'année, votre père avait contracté un engagement solennel envers cette jeune fille pure et naïve dont il était la première et la seule passion. Votre père, ayant dû se rendre à Rome pour affaires, il fut atteint d'une maladie mortelle. Votre mère, ayant appris la nouvelle, alla le rejoindre à Rome avec vous. Mais il mourut le lendemain de son arrivée sans laisser de testament, de sorte que sa fortune vous revenait à votre mère et à vous. À ce point du récit, Monks retint son haleine. M. Brownlow reprit avec lenteur tout en le fixant du regard. Avant de partir pour Rome, votre père était venu me voir, et il m'avait confié, entre autres choses, un portrait peint par lui-même de cette pauvre jeune fille qu'il aimait. Quand il fut mort, je me rendis chez cette malheureuse, bien résolue à lui offrir un cœur pour la plaindre et un foyer pour l'abriter. Mais sa famille avait quitté le pays. Pour quel motif? Personne ne put me le dire. Monks respira plus librement et le regarda d'un air triomphal. M. Brownlow continua. Quand votre frère, ce pauvre enfant abandonné, fut jeté sur mon chemin, sa ressemblance extrême avec le portrait dont je vous ai parlé me frappa d'étonnement. Je savais que votre mère était morte et que vous seul vous pouviez éclaircir ce mystère. J'appris que vous étiez parti pour vos propriétés dans les Indes occidentales. Je fis donc le voyage. Mais vous n'y étiez plus. Je retournai donc en Angleterre, où je vous cherchais jour et nuit jusqu'à ce jour. Et maintenant que vous me voyez, dit Monks en se levant d'un air résolu, vous ne savez même pas si un enfant était né de ce couple maudit. Je ne le savais pas, reprit M. Brownlow. Mais depuis 15 jours, j'ai tout appris. Vous avez un frère, et vous le savez. Il y avait un testament. Votre mère l'a détruit. À sa mort, elle vous a laissé le secret et le profit. Ce testament mentionnait un enfant qui était évidemment le fruit de cette fatale liaison. Vous vous êtes rendu sur son lieu de naissance. Il existait des preuves longtemps dissimulées de son origine et de sa parenté avec vous. Vous les avez détruites, vous, fils indigne, lâche, menteur, qui trafiquait avec des voleurs et des assassins. Vous dont les complots abjects ont causé la mort violente de quelqu'un qui valait des millions de fois mieux que vous. Vous qui êtes animé des plus viles passions. Monks s'était écrasé sous ses charges accumulées. Voulez-vous par écrit reconnaître la véracité de ces faits et la confirmer devant témoins? Je le promets, balbutia-t-il. Vous devez faire plus encore, dit M. Brownlow. Restituer son dû à un enfant innocent. Vous mettrez à exécution les prescriptions du testament, et ensuite, vous irez où il vous plaira. Nous n'aurons plus besoin de nous revoir en ce monde. 2 jours s'étaient déjà passés lorsque Livers se trouva dans une berline de voyage qui roulait rapidement vers sa ville natale. Madame Ellie, Rose, la gouvernante et le bon docteur étaient à ses côtés.
M. Brownlow suivait dans une chaise de poste en compagnie d'une autre personne dont le nom n'avait pas été prononcé. On n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet. Oliver était dans un état d'agitation qui lui ôtait presque le pouvoir de rassembler et de formuler ses pensées. Lorsqu'il reconnut le pays qu'il avait traversé à pied, pauvre orphelin errant, une foule d'émotions s'éveilla dans son cœur. « Voyez, là, la barrière que j'ai franchie, les haies que je longeais en rampant de peur d'être surpris et ramené de force. Et là, le sentier qui mène à la vieille maison où j'habitais quand j'étais petit. » Lorsqu'ils entrèrent dans la ville, ce ne fut pas une petite affaire de modérer ses transports. « Voilà la boutique de l'entrepreneur de pompes funèbres, voilà l'hospice !» Ils s'arrêtèrent à la porte du principal hôtel de la ville, qu'Oliver admirait jadis comme un splendide palais, et ils furent accueillis par M. Grimwig. Là, ils s'installèrent dans un salon et M. Brownlow fit entrer son compagnon de route, qui n'était autre que Monks. Il le présenta à Oliver comme son frère. Il tenait des papiers à la main et marcha vers la table près de laquelle Oliver et Rose étaient assis. « Cet enfant, dit-il en posant sa main sur la tête d'Oliver, est votre demi-frère, le fils de votre père, mon cher ami Edwin Leeford, et de la pauvre Agnès Fleming, qui mourut en lui donnant le jour. »« Oui, » confirma Monks en louchant vers l'enfant qui tremblait. « Mais vous avez là son histoire, » ajouta-t-il en désignant d'un geste impatient les papiers. « Il faut que vous la répétiez devant témoin, » ordonna M. Brownlow. « Alors écoutez-moi, » répondit Monks. « Mon père étant malade à Rome, ma mère l'y rejoignit en m'emmenant avec elle dans le but de recueillir son héritage. Il avait déjà perdu connaissance et il mourut le lendemain. Dans les papiers qu'on trouva dans son secrétaire, il y avait une lettre à cette fille Agnès et un testament. Dans la lettre, il confessait ses torts envers Agnès et il parlait de leur enfant à venir. « Et le testament ?» dit M. Brownlow en voyant les larmes ruisseler sur le visage d'Oliver. Monks demeura silencieux. « Le testament, poursuivit à sa place M. Brownlow, le testament était dans le même esprit que la lettre. Il y parlait des chagrins dont sa femme l'avait abreuvé, des défauts et des pires instincts qu'il avait reconnus en vous, son fils unique, qui aviez été dressé à le haïr. Il vous laissait une rente de 800 livres sterling et autant à votre mère. Le restant de sa fortune, il le divisait en 2 parties égales, une pour Agnès Fleming, l'autre pour l'enfant à naître. Si c'était une fille, tout l'héritage lui revenait sans condition. Mais si c'était un garçon, il était stipulé qu'à sa majorité, il ne devait avoir terni son nom d'aucun acte public de déshonneur, de bassesse, de lâcheté ou de méchanceté. Ceci parce qu'il était convaincu que son enfant aurait le cœur exquis et la nature noble de sa mère. S'il était déçu dans son attente, l'argent devait vous revenir, car dans le cas où ses 2 fils se vaudraient, il reconnaissait la priorité de votre droit sur sa fortune, mais non sur son cœur. Ma mère, ajouta Monks, brûla le testament et garda la lettre. Elle révéla la vérité au père d'Agnès avec toutes les circonstances aggravantes que lui suggéra sa haine violente. Désespéré, le père d'Agnès se retira avec ses enfants dans un coin perdu du pays de Galles et il changea de nom pour que ses amis ne puissent pas le retrouver. Peu de temps après, sa fille quitta en secret la maison paternelle. Persuadé qu'elle s'était tuée pour cacher son déshonneur, le père mourut de chagrin. Des années plus tard, ma mère, sur son lit de mort, me légua ses secrets et sa haine mortelle pour Agnès. Elle était persuadée qu'un garçon était né d'elle et qu'il vivait encore. Je lui jurai que s'il se trouvait sur mon chemin, je l'accablerais de ma haine incessante, et que pour annuler le testament insultant, je le traînerais, si je le pouvais, jusqu'au pied de la potence. Sans les bavardages d'une misérable, j'aurais fini comme j'avais commencé. M. Brownlow se tourna vers Rose et lui dit « Mademoiselle, donnez-moi votre main et ne tremblez point. Il me reste quelques mots à vous dire. Le père de la malheureuse Agnès avait une autre fille. À sa mort, l'enfant se trouva seul, avec un nom qui n'était pas le sien, sans argent, sans amis.
Elle fut recueillie par une dame veuve qui eut pitié d'elle et la prit dans sa maison. La reconnaissez-vous maintenant ? Demanda M. Brownlow à Monks. Oui. Elle s'appuie sur votre bras. Mais elle n'en est pas moins ma nièce, s'écria Madame Mélie en serrant la jeune fille très émue sur sa poitrine. Ma douce compagne, ma chère fille. La seule amie que j'ai jamais eue, dit Rose. La plus bienveillante, la meilleure des amies. Oliver se joint à leurs effusions. Ce n'est pas une tante, s'écria-t-il. C'est une sœur, ma sœur chérie que j'ai aimée de tout mon cœur du premier jour où je la vis. Oh, Rose, ma chère Rose. Respectons les larmes qui coulèrent et les paroles entrecoupées qu'échangèrent les orphelins dans une longue étreinte. Fidèle à son grand cœur, pour donner à Monks une chance de s'amender, Oliver partagea avec lui les débris de la fortune dilapidée. Monks s'expatria donc avec sa part, et après l'avoir dissipé, il retomba dans ses anciens vices. Fagin et ses complices finirent en prison. M. Brownlow adopta Oliver, et ils s'installèrent non loin de Madame Mélie et de Rose, où ils vécurent des jours heureux.